L'oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, Cortège. Lecture Christian Benedetti. Musique Charlie Nelson. Cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e. Tous les hommes portaient le costume cravate et si toutes les femmes n'étaient pas chapeautées, tout était en robe. À vue d'œil, une 50aine de personnes escortaient le fourgon. Au premier rang du cortège, 3 jeunes enfants, dont un qui ne devait pas avoir 5 ans, encadrés de 2 grands adolescents, une fille et un garçon, tous aussi strictement habillés que les adultes. Derrière ces enfants, aux mines trop graves pour leur âge, en ordre quasi-protocolaire, des plus jeunes aux plus vieux, suivaient les adultes de la famille Rosavin-Dupuis. Tout d'abord la prometteuse jeunesse, belles filles et beaux garçons, au bronzage élégant et discret, les corps au juste poids, les têtes droites, les regards fiers mais ombrés de modestie. À la suite de ce sang vif et bientôt conquérant, les corps lourds de leurs parents, certains voûtés, certains tordus, d'autres toujours solides, mais tous déjà usés par les réussites ou les échecs, angoissés des luttes encore à venir. Inquiets de la vitesse du monde, de son âpreté. Il était 15 heures. Depuis le début du mois, les jours et les nuits de canicule s'enchaînaient les uns aux autres. Mais aujourd'hui, la chaleur était à son comble. L'inspecteur Lunel se reprochait d'avoir mis une veste. Il se dit que peut-être de sa vie, il n'aurait jamais plus chaud. À l'ombre inutile des grands arbres de l'avenue circulaire, Lunel observait la petite foule venir dans sa direction. L'infime souffle d'air qui s'enroulait autour du marronnier auquel il était adossé ne dérangeait pas une feuille des frondaisons et ne faisait qu'ajouter à l'accablement de cette journée mal démarrée, mal continuée. Myriam s'était levée toujours fâchée, sans avoir prononcé un mot, avec laquelle la porte en partant travailler. Christophe n'avait pas téléphoné, comme il l'avait promis pour dire s'il était bien arrivé à Ankara. La psy l'avait gavé, et comme par hasard, c'était le brave inspecteur Lunel qui, la veille, avait été désigné volontaire par Méniviel pour venir surveiller sous 35 degrés Celsius l'enterrement de Julien Rosavin, pendant que les collègues resteraient au frais devant leurs ordinateurs. Mauvais karma, Lunel. Comment tous ces pingouins pouvaient-ils supporter la veste et la cravate, les femmes leur chapeau? Les bourgeois devaient aimer se faire du mal, pour expier leur classe sans doute. À la mondaine, on en entendait de ces histoires de grands patrons qui de temps à autre venaient de leur plein gré se soumettre agenouillés devant leurs hauts talons aux ordres de maîtresses appointées, hautaines et sourdes aux cris dans la nuit poisseuse d'un donjon à l'adresse introuvable. Julien Rosavin, lui, n'avait rien demandé à personne ni payé quiconque pour le tuer. Et son assassin était peut-être présent au milieu de cette suite de pleureuses piétinant derrière le fourgon gris-perle. À la suite du corbillard, une grande femme brune en jupe et chemisier faisait rageusement chanter un bandoneon au son d'un tango très syncopé. Tout en jouant, la femme indiquait des convulsions, des pas de danse que pourrait initier la musique. Sa jambe droite décrivait des demi-cercles, venait frôler l'arrière de sa jambe gauche, montait le long du mollet avant de repartir d'un élan sec et dans un demi-cercle inverse plus loin vers le sol pavé. Au hasard de son exécution, il arrivait que la femme s'arrête brusquement et le bandoneon exhalait alors une plainte terrible, s'ouvrant comme un grand livre blessé. Juste au moment où la première ligne du cortège, formée par les enfants, la rejoignait, la femme repliait les soufflets et le bandoneon retrouvait son chant dans un cri proche de la voix humaine, avant qu'elle ne reprenne sa marche dansée. Très légèrement en retrait d'elle, installée dans un fauteuil roulant mené par son petit-fils Julien, une très vieille femme, Thérèse Rosavin, 97 ans. Le cortège s'était rapproché de son point d'observation et Lunel reconnaissait maintenant tous les membres de la famille. L'inspecteur se félicitait de bien avoir étudié leurs photos affichées au mur du bureau qu'il partageait avec Tapissandre et Cochet. Les plus âgés, Jérôme, frère du défunt et dernier fils de Thérèse et Victor Rosavin, sa femme Antoinette, France, leur fille aînée, son mari Jacques Le Sourd, Julien, le dernier d'Antoinette, et Jérôme, 37 ans, célibataire sans doute homosexuel qui poussait le fauteuil de Thérèse, l'ancêtre frappé d'hémiplégie depuis la mort de son fils, l'autre Julien, l'aventurier aux 1003 femmes.
L'aventurier, le fils aîné, tant regretté depuis son départ sur un coup de colère on ne savait où, le bel homme qui avait sillonné les continents, exercé 100 métiers, dont certains inavouables, nargué autant de fois la Providence que la Camarde avant de revenir les cheveux gris-argent, vieil éléphant magnifique et désabusé, mourir dans les bras de son frère une après-midi d'été sur la terrasse de la vieille maison familiale. À la suite de la branche Rosavin s'était groupée la parentèle Dupuis, Jacques et Jeanne-Marie, sa femme, leur fils Luc avec Lola, la belle-fille italienne. Puis Étienne, célibataire lui aussi, mais visiblement pas homosexuel selon les critères de Lunel. Juste l'air pas sympa avec sa tête de pitbull et ses mains en forme de battoir. Et aussi Martine Pasteur, la sœur de Jacques Dupuis, sa fille Camille, coiffure peroxydée, quinquagénaire incendiaire, au décolleté sinon incorrect au vu des circonstances, du moins volontairement provocateur. Enfin, en queue de cortège, le dernier couple Dupuis, Thibault et Christine, se tenant par la main. 2 amoureux tendres de 70 ans, suivis de leurs 3 jumelles, Pomme, Neige et Iris, avec leurs maris respectifs, Brahim Ben Abbès, Marc-Henri Lebrun, Pierre Boyer. Émilie, enceinte de 6 mois, au bras de Leslie Anderson, sa future femme, Joseph, Elsa, Mathieu, Nour, Kamel, Joël et sa fiancée Valérie, tous les grands enfants, les vingtenaires, la relève assurée, la liaison des générations entre les petits et les adultes. Ne manquait au tableau que Fionc Dupuis qui achevait sa vieillesse à vendre des soupes faux quelque part vers le cap Saint-Jacques, à quelques kilomètres de la frontière vietnamo-cambodgienne, et Marie-Ange Lachapelle qui n'avait plus quitté son Québec d'adoption depuis des décennies. À la fin du cortège, encore quelques personnes, la tête basse et mains croisées dans le dos. Le docteur Laurent, livide, qui avait fait les premières constatations ce funeste après-midi dans la maison du Cap-Nègre, mais aussi des quidam, d'improbables amis perdus de vue, de vagues connaissances revenues de nulle part au moment où ça ne sert plus à rien ni à personne de revenir. Peut-être aussi des inconnus, des anonymes, sans aucun lien avec personne, mais qui aimaient les cimetières, les enterrements et le doux chuchotis de la douleur et de la mort. Le fourgon progressait lentement dans cet espace-temps particulier du cimetière. Le continuum syncopé du tango soulignait le regret d'être là, la lenteur nécessaire à parcourir les derniers mètres, les mètres ultimes vers le tombeau. Marche lente imposée une fois n'est pas coutume à la vie, où les accélérations subites de ce tango improvisé n'étaient que des accidents, des entorses à la règle fixée par la musique. Finalement, la trop grande chaleur fournissait l'écrin idéal à cette procession. Chaleur de fin du monde pour convoyer la fin d'un homme qui en avait épuisé les possibilités. Lunel avait soif, dégouliné de sueur sous sa veste pourtant légère. Il regardait la musicienne et ne la reconnaissait pas. Sa photo n'était pas épinglée sur les murs du bureau au bastion. Un visage étrange, inspiré, échappé d'un rêve. Une femme jeune et belle, comme on pourrait imaginer la jeunesse et la beauté de Carmen, de Mireille, comme on avait admiré celle de Sofia Loren, de Silvana Mangano, brune, immensément droite, bouche rouge torille sur un teint de marbre, des cheveux coupés courts et désordonnés, chemisier de soie du même rouge que sa bouche rouge, bouton de nacre noir, jupe serrée noire, descendant après les genoux, talons vertigineux noirs, ornés d'un liseré blanc. La fille cachée de l'aventurier, sa dernière conquête, son dernier amour, son assassin peut-être. Cheminant tout près d'elle, dans son fauteuil roulant, la vieille Thérèse ne la regardait ni ne semblait entendre l'instrument pourtant si proche de son oreille et qui aurait dû l'importuner. L'ancêtre devait être sourde. Quand la musicienne s'arrêtait, signant l'air de l'arabesque de ses jambes, le cortège ne ralentissait pas et continuait d'avancer jusqu'à la frôler. Elle ne s'en émouvait pas, la chaleur faisait vibrer un air huileux autour d'elle. Sa silhouette tremblante et frangée se détachait du tableau et acquérait son propre volume comme en surimpression, indifférente, absente, insensible au mouvement ou à la peine du cortège. Le volume sonore du bandoneon était aléatoire autant que sa justesse. Lunel essuya ses yeux mouillés, il voyait trouble, dans ses veines le sang brûlait. Il sentait son cœur se dilater, il en visualisait l'image médicale. Lunel ne comprenait rien. Devant lui, il y avait clairement 2 cortèges identiques, superposés et légèrement décalés. La chaleur l'enivrait, il pensa trop tard à l'insolation. Voilà que la canopée était faite de feuilles d'or et d'argent. La femme avançait en bas et porte-jartel, ses seins nus masqués par le bandoneon. Autour d'elle, maintenant plus de cortège, des dunes hautes comme des falaises, le désert à perte de vue. Une jeune femme mène son troupeau, ses chevilles sont cerclées d'or, des tombes plantées dans le sable, verticales, des chiots à l'agonie et des poissons exotiques se faisant la guerre, un homme nu baignant dans son sang, Christophe qui galope sur les dunes à dos de chameau en criant « Akaba, Akaba !» N'y a-t-il pas 2 soleils dans le ciel ?
Où est-ce que je vis? C'est quoi le monde? L'inspecteur Lunel, les allées, les tombes, les chapelles, les mausolées, les arbres et au-dessus l'azur jusqu'au dégoût, la punition du soleil, rien ne bouge que le convoi, ou alors c'est le décor qui tremble. La musique, la cérémonie des morts au Mexique, les squelettes qui marchent et font claquer leurs mandibules, des dragons de papier, des tambours, la mort, la peur, Myriam, la peur qu'il soit arrivé quelque chose à Christophe, la peur des Arabes, les Turcs ne sont pas arabes. Quelque chose tintinabule, un grand siphon, Lunel au fond de l'évier, dans l'engagement du vortex, les touches du bandoneon éparpillées, des montres molles, la peur. La peur. Il rouvrit les yeux. Plus de tango, mais un cortège de klaxons pressés tout autour du Père-Lachaise, des pétards, des you-you, vacarme d'un mariage ordinaire. Lunel, assis, adossé à l'arbre, haletant, eut la sensation que du sang glissait le long de son nez et porta le dos de sa main à son arcade sourcilière. De la terre était mêlée à la sueur de ses mains et sa chemise était déchirée au niveau du poignet. Il ne savait pas combien de temps il était resté évanoui. Peu sans doute il n'avait pas vomi, mais il se sentait allégé, soulagé d'un poids inconnu. Presque gai. Quelque part un oiseau chantait, célébrant la mort ou les noces, et Lunel le chercha du regard. En vain, il aurait bien aimé lui adresser un salut amical, fraternel. L'inspecteur se redressa et péniblement se remit debout. Le cortège l'avait dépassé et s'était engagé dans une allée perpendiculaire. Le fourgon était arrêté devant le caveau de famille. Les employés funèbres, chemise blanche, cravate, pantalon noir et masque FFP2 sur le visage, avaient relevé le haillon et débarrassé le cercueil des gerbes et des couronnes dont il était recouvert. Le volume des cercueils est inimaginable, ils contiennent une vie et tous ses livres. Les enfants du premier rang s'étaient reculés pour mieux voir de leurs grands yeux écarquillés la boîte en bois foncé apparaître peu à peu sous les fleurs, pendant que Julien, le jeune, avait écarté le fauteuil de Thérèse pour ne pas gêner les officiants. Lunel regardait Antoinette qui pleurait sans retenue. À ses côtés, Jérôme nettoyait mécaniquement ses lunettes noires. Il n'avait plus de frère. Très loin, la ritournelle des klaxons s'évanouissait. Lunel vit Joël poser une petite enceinte Bluetooth sur le toit du fourgon, puis manipuler son téléphone. Quelques instants plus tard s'éleva dans la chaleur stupide la voix grave d'un acteur qui déclamait un texte en espagnol. Puis ce fut un large chœur qui retentit, soutenu par les accords plaqués d'un piano furieux, avant qu'il ne cède la place au chant grave et inspiré d'une cantatrice. À 17 ans, avant de se retrouver flic, Lunel s'était pensé poète et avait soutenu en terminale un exposé sur le canto général de Neruda. Et là, 20 ans plus tard, il le reconnaissait sous l'emphase dont Théodorakis l'avait habillé. Au cours des diverses dépositions de la famille, il s'était établi une biographie imprécise de Julien Rosavin largement tissée de légendes. Il se disait dans la famille que l'aventurier avait connu Mikis Théodorakis en personne et avait transporté clandestinement les premières partitions du canto général dans les années 70. La famille avait choisi ce poème pour honorer sa mémoire, personne ne se sentant la capacité d'écrire un texte de circonstance. Joël avait été chargé de trouver un enregistrement de l'oratorio qu'on ferait jouer au moment de la mise au tombeau. Le choix avait paru judicieux et transgressif comme l'avait été le défunt, le clandestin, l'insaisissable Julien, le flamboyant homme de l'ombre qui risque sa vie pour une idée, une œuvre, une femme. Le lyrisme pompeux mais généreux de la musique renvoyait l'inspecteur à ses souvenirs de jeunesse, à ses premiers rêves adolescents, si seulement l'oiseau caché dans les arbres pouvait venir écouter avec lui sur son épaule. Lunel trouvait l'oratorio toujours aussi ardent et puissant. Il se dit que ça pourrait plaire à Christophe, il achèterait le CD. Mais où était passée la musicienne et son bandoneon? L'enterrement était terminé, la famille se dispersait. Les plus petits s'autorisaient à courir, les plus vieux s'agrippaient par le bras en se chuchotant mutuellement des encouragements. Lunel n'avait rien remarqué. Aucun comportement étrange, aucune attitude suspecte. Le rapport qu'il allait faire à Ménivielle tiendrait en 2 lignes puisqu'il n'y mentionnerait pas la musicienne volatilisée, la musicienne aux lèvres de sang. La mort doit rester sans visage.